atteintes aux libertés. Propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette semaine, l'actualité chargée, on va parler de guerre en Ukraine, de crise énergétique, de scandale, de la Macronie, de tout cela. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je vous le rappelle, vous êtes le garant de notre succès. Alors n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer évidemment en l'air sur le petit pouce juste en bas de cette vidéo. C'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, nous allons commencer avec un sujet international, la guerre en Ukraine. Nous venons de passer le cap des 9 mois depuis l'entrée des troupes russes. Quel regard portez-vous sur ce conflit ? Un immense gâchis. Le suicide de l'Europe. Ce conflit, d'abord, aurait pu être évité. Sincèrement. J'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé, les accords de Minsk, pour expliquer. Il y a eu des accords de Minsk qui étaient garantis par la France et l'Allemagne, qui étaient équilibrés. L'Ukraine devait donner l'autonomie au Donbass, cette région qui est entre la Russie et l'Ukraine, 3,5 millions d'habitants. Et l'Ukraine n'a pas respecté, l'Ukraine a bombardé les populations russes du Donbass, a poussé à bout la Russie. La Russie a eu tort, bien sûr, d'agresser. Moi, je ne fais pas partie de... Je suis vraiment impartial dans cette affaire. Mais les torts sont partagés. Et on aurait pu, si la France et l'Allemagne avaient joué leur rôle, eh bien, on aurait évité cette guerre. Après, il y a un engrenage terrible qui s'est produit, avec, côté russe, une grave faute, côté ukrainien, un Zelensky qui est en train de suicider son peuple et de vouloir entraîner l'Europe dans une guerre, non pas pour défendre l'Ukraine, et ça on comprend la défense de la souveraineté ukrainienne, mais pour détruire la Russie. Et ça c'est une faute géopolitique majeure, pour une raison très simple, et tout le monde l'a compris, c'est que suicider l'Europe pour le Donbass, qu'on aurait pu aménager intelligemment, c'est pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est faire disparaître l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Et l'avenir de l'Europe, j'ose le dire, je sais que c'est pas populaire, mais l'avenir de l'Europe, c'est de retrouver une belle relation avec la Russie. France, Allemagne, Russie, c'est la condition de la prospérité en Europe. Et je pense vraiment que Emmanuel Macron et la France on joue un jeu très très dangereux. Surarmement de l'Ukraine, et puis c'est les Ukrainiens qui payent le plus cher, Bien sûr. qui sont détruits.
Petite parenthèse, le Parlement européen a voté cette semaine un texte qui décrit la Russie comme un État utilisant des moyens terroristes. Qu'est-ce que ça vous évoque, une telle décision des parlementaires ? C'est une folie, parce que ce n'est pas le cas, parce que les Ukrainiens ne se comportent pas bien non plus, crime de guerre, le bataillon Azov... Quand vous dites les Ukrainiens, bien sûr, les combattants. Hein, oui, bien sûr, les combattants, l'armée ukrainienne. Le bataillon Azov, moi je suis stupéfait de voir Bernard-Henri Lévy être l'allié de bataillon néo-nazi Azov. Et ce n'est pas un fantasme de Poutine. Il faut voir ce qu'est le bataillon Azov. Ce sont ceux qui étaient engagés avec l'Allemagne nazie et qui ont gardé des écussons. Et voir la pensée unique travailler avec ces gens-là, ça me rend dingue. Alors attention, toutes les forces ukrainiennes ne sont pas nazies et Poutine exagère dans l'autre sens. Donc je crois qu'il faut garder raison. Il y a eu une agression russe. Moi je ne cherche pas beaucoup chez proches disent la Russie est parfaite. Non, la Russie a commis une très grave faute. Pour autant, l'Ukraine met de l'huile sur le feu en permanence, soutenue par des Américains, et la France aurait dû avoir une position gaullienne, j'allais dire chiracienne comme sur l'Irak, la même position d'ailleurs qu'Israël ou la Turquie. Et ce que je trouve insensé dans ce qui se passe, c'est que c'est le régime turc qui apparaît comme celui qui va réconcilier les deux. La France aurait pu condamner l'agression russe, mais en même temps, pour le coup, ouvrir une vraie offre de paix pour calmer Zelensky, pour dire nous ne suivons pas dans la surenchère, nous ne voulons pas la destruction de la Russie, nous voulons un compromis, et ce compromis, je l'ai proposé le 7 mars, c'était pendant la campagne présidentielle. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes français, mais j'avais proposé un plan de paix qui était équilibré, cessez-le-feu, autonomie du Donbass, retrait des troupes russes, démilitarisation de l'Ukraine. C'est la seule solution. Parce que géopolitiquement, l'Ukraine est une terre de jonction du monde slave et du monde occidental. L'Ukraine, pour la partie Est, a été russe depuis 300 ans. Et donc, faire croire que l'Ukraine c'est l'OTAN ou que l'Ukraine c'est la Pologne, c'est une hérésie. Il fallait trouver un compromis. Ce sont des zones de fracture historique. Et je crois qu'on ne peut pas suicider un continent comme l'Europe, parce que l'affaiblir socialement, économiquement, pousser la Russie dans les bras de la Chine, rentrer en dépendance totale, désarmer l'Europe par rapport au Sud, parce que, pardonnez-moi, mais la vraie menace, elle est islamiste au Sud, au Moyen-Orient, la déstabilisation de l'Afrique. Donc, en fait, c'est une politique de gribouille. D'ailleurs, les Américains ne vont pas intervenir en Ukraine, ils arment, et le peuple ukrainien est le peuple martyr. Enfin, c'est complètement dingue ce qui se passe, c'est complètement fou ce qui se passe. Vous nous parliez tout à l'heure de la position gaullienne qu'aurait dû tenir la France, un peu à l'image du format Normandie à l'époque 2014 avec Merkel, enfin surtout Merkel d'ailleurs et un peu François Hollande. Oui. Emmanuel Macron a essayé de maintenir cette position au tout début, il s'est même considérablement mis en scène en téléphonant à Vladimir Poutine, en révélant d'ailleurs des conversations secrètes, en se mettant encore en scène aujourd'hui en téléphonant au président ukrainien. Il a essayé, est-ce que c'est pas tout simplement la démonstration de l'impuissance aujourd'hui de la France ? Alors deux choses, c'est-à-dire que vous avez raison, Emmanuel Macron a tenté de faire croire que la France pouvait parler, mais Emmanuel Macron n'a pas été cohérent. S'il voulait faire croire réellement que la France pouvait servir d'arbitre, il ne fallait pas que la France suive comme un toutou Madame von der Leyen, finance les 3 milliards de la soi-disant facilité de paix, vous savez, ces crédits européens. Vous savez que les crédits européens, personne ne le sait. La France paye à prorata de sa part dans le budget de l'Union européenne, c'est à plus de 15%. Donc, même si la France ne livre pas beaucoup d'armes, elle paye les armes que les autres livrent. C'est complètement insensé. Donc, on ne peut pas dialoguer et se dire arbitre si, de l'autre côté, on est le toutou de Madame von der Leyen et des plus extrémistes. Donc, dans la vie, il faut une cohérence. Et franchement, quand vous regardez la position d'Israël, quand vous regardez la position de la Turquie, et Dieu sait si j'aime pas la Turquie pour beaucoup d'autres choses, c'est pas la question d'aimer, mais du moins que je conteste les positions turques, justement. Pour les Kurdes, oui, bien sûr. Pour les pauvres Kurdes, pour la Grèce, etc. Mais le président Erdogan joue une partition gaullienne. Et la France a disparu
n'a plus aucune crédibilité. Parce que le problème de Macron, c'est que d'un côté, il a fait semblant de discuter avec Poutine, donc il a perdu toute crédibilité chez nos partenaires européens, et après, il est tenu par les Américains dont il est leur serviteur, enfin pas les Américains, Biden, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que... Du moins l'administration Biden. L'administration Biden, oui, parce que Biden a-t-il encore la présence d'esprit de diriger. Et moi, je regrette beaucoup que les Républicains n'aient pas gagné le Sénat, parce que si les Républicains avaient gagné le Sénat, on aurait peut-être eu... ils auraient calmé Zelensky, qui est complètement fou. Les crédits, c'est la Chambre des représentants qui les vote, normalement. Oui, mais enfin, disons que la victoire républicaine n'est pas assez forte pour cadenasser Biden, qui a sans doute des intérêts à défendre en Ukraine. Notamment Bref, ceux de son fils. Oui. Exactement. Donc moi, je crois que dans cette affaire, il faut s'extraire d'une position morale permanente, même si, bien évidemment, il y a eu une agression au départ. Mais il y a eu aussi une agression ukrainienne contre le Donbass pendant 8 ans avec des bombardements abominables dont on ne parle jamais dans les médias français. Donc moi, j'essaye d'avoir une position la plus impartiale possible et j'essaye après de voir la différence entre une réaction émotionnelle qu'on peut avoir, et que je comprends, mais qui ne sert pas les Ukrainiens et qui ne sert pas l'Europe. Et je suis vraiment hanté par cette disparition de l'Europe. Vous savez, on m'accuse souvent d'être souverainiste, patriote, et je le suis totalement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je défends beaucoup plus l'intérêt des Européens que ces espèces d'eurocrates qui rendent tête baissée dans ce conflit et qui sont en train de dynamiter l'Europe. Parce que les Américains ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Leur problème, c'était l'économie allemande. Et l'alliance avec le gaz russe, ils ont coupé, ça y est. Il n'y a plus de gazoduc, le gaz comment on l'appelle Nord Stream. Nord Stream 2, et ça y est, est coupé. C'est-à-dire que les Américains ont réussi à travers ce conflit à suicider l'Allemagne, économiquement. Et l'Allemagne se venge sur la France. C'est-à-dire, si vous réalisez, les Américains ont affaibli l'Allemagne, et l'Allemagne, qui a encore de beaux restes budgétaires, met 200 milliards d'euros sur la table pour sauver ses entreprises, alors que la France va mettre 10 milliards. Ça veut dire, et vraiment je demande aux téléspectateurs de bien entendre ça, ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis affaiblissent l'Allemagne, l'Allemagne affaiblit la France, et notre gouvernement est impuissant. Nos PME sont face à un choc énergétique dramatique pour ce qui reste de notre industrie. Les investissements industriels des grandes industries européennes partent aux États-Unis. Et l'Allemagne va aider ses entreprises avec 200 milliards d'euros pour surmonter le choc énergétique. Et nous, on est en train de laisser nos entreprises écrabouiller. J'ai été au Salon du Made in France, j'ai vu des chefs d'entreprise courageux. Le surplus de paiement électrique et du gaz lié au refus de changer la tarification par soumission à l'Union européenne va leur coûter, pour la plupart, plus que leurs bénéfices de l'année dernière. Ça veut dire qu'ils vont être en faillite. On va parler de l'énergie un peu plus longuement juste après. Nicolas Dupont-Aignan, on va terminer sur ce volet ukrainien. Emmanuel Macron présidait une conférence sur le soutien à la Moldavie lundi. Soutien à la Moldavie qui répond justement à la question ukrainienne, puisque la Moldavie souffre de la guerre en Ukraine par répercussion. Là encore, je vous propose de l'écouter, parce qu'il faut bien que les Français se rendent compte qu'il y a les armes, il y a le soutien direct à l'Ukraine, mais il y a plein d'autres soutiens indirects. On l'écoute. Remerciant l'ensemble des parties prenantes à la plateforme, je veux ici dire aussi que nous sommes engagés à vos côtés pour apporter 126 millions d'euros d'aide sous forme d'aide d'urgence et de soutien financier à moyen terme au début du conflit et lors de la conférence de Berlin. À Bucarest, nous avions ajouté 11 millions d'euros d'aide aux organisations non gouvernementales et micro-prêts aux petites et moyennes entreprises. Et nous avons tenu ces engagements avec des déboursements importants, en particulier au bénéfice du gouvernement. Afin de répondre aux besoins immédiats, nous avons donc décidé de mobiliser une nouvelle enveloppe exceptionnelle de plus de 100 millions d'euros. 10 millions d'euros seront déployés d'ici la fin de l'année 2022 sous la forme de subventions au Haut Commissariat aux réfugiés, au Programme alimentaire mondial et à l'UNICEF pour soutenir notamment l'accès des réfugiés au chauffage, à la nourriture, à l'éducation. Des générateurs de haute puissance vont également être fournis dans les premiers mois de l'année 2023 pour équiper les hôpitaux moldaves. Et une enveloppe de 2 millions d'euros sera mobilisée via la BIRD. Et je remercie Bruno Basso d'être à nos côtés aujourd'hui
pour soutenir les réformes publiques, notamment dans le secteur de l'énergie, et venir compléter tout un travail d'ensemble que la banque mène à ce titre. La situation de crise dans laquelle se trouve la Moldavie ne remet aucunement en cause les projets que nous souhaitons mener à moyen terme avec votre pays partenaire. C'est pourquoi aussi l'Agence française de développement investira 90 millions d'euros en Moldavie sur la période 2023-2024, en particulier dans les domaines prioritaires de l'énergie et quelques autres. Alors cette séquence, on l'a peu vue à la télévision française, pourtant la Moldavie, c'est le jackpot là. Mais ce qui est incroyable, c'est que les finances publiques françaises sont inépuisables pour boucher un trou que Macron a lui-même créé. Parce que si Macron et la France avaient été la France, ils disaient stop à l'armement à Zelensky, offre de paix à la Russie, qui est en position difficile aussi. Et c'est le moment où il faut faire la paix, parce que Poutine a besoin de s'arrêter aussi, de sauver la face. Mais leur objectif, et c'est ça qui m'effraie et qui m'inquiète pour la suite, c'est pas de sauver l'Ukraine. C'est plus l'objectif. L'objectif, c'est de détruire la Russie. Et je vous lisais une interview dans un journal du soir d'un ministre suédois, de polonais, d'américains. C'est ça l'objectif, c'est plus de sauver l'Ukraine. Parce que s'ils voulaient vraiment sauver l'Ukraine, mais il demanderait à Zelensky d'arrêter son suicide. C'est un kamikaze avec son peuple. Non, ça les intéresse pas. Il faut plutôt l'inverse. Ils expliquent tous les jours aujourd'hui que l'armée ukrainienne va gagner. Oui, mais ce qui se passe, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils envoient l'armée ukrainienne comme chair à canon, que les Ukrainiens vivent une souffrance terrible, et quand ils sabotent le pont de Crimée, quand ils sabotent le Nord Stream, le gazoduc, ils se doutent bien que la Russie va réagir. Je veux dire que c'est plus la défense de l'Ukraine. Moi, je comprends très bien qu'on défende la souveraineté ukrainienne. Je ne suis pas un pro-russe ou ni un pro-ukrainien. Mais il y a une chose de défendre la souveraineté ukrainienne et il y a une autre chose que de saboter des installations russes pour détruire la Russie. C'est pas la même chose. Le conflit, vous voyez, a évolué. Et qui est responsable? Les Américains, Van der Leyen, Macron. C'est ça le. Ce que vous nous dites tout à l'heure, l'Europe, mais finalement l'Europe, est-ce que l'Europe, l'intérêt de la France, par exemple, il est comparable à l'intérêt des Polonais? Non, bien évidemment. Mais les Polonais, il y a eu aussi une séquence incroyable qui s'est passée. Vous avez vu ce missile ukrainien lancé sur la Pologne. 2 morts. Les grands titres des télés françaises. Ça y est, le fou Poutine est en train d'agresser la Pologne, la guerre mondiale est aux portes, etc. Et en fait, heureusement, ils sont aperçus que c'était une provocation de Zelensky. Donc on voit bien que Zelensky... Alors après, la presse française a tout de suite dit « Non, c'est une erreur. » Non, c'était encore une fois une provocation de Zelensky. Ce que fait Zelensky sur la centrale nucléaire est criminel, puisqu'il bombarde la centrale nucléaire. Les Russes n'ont aucun intérêt à bombarder leur centrale nucléaire. Bon, donc... C'est une centrale nucléaire ukrainienne dans laquelle il y a des soldats russes. Oui, en territoire russe gagné. Mais c'est Zelensky qui la bombarde, c'est pas les Russes qui se sabotent eux-mêmes. Mais la presse française dit on ne sait pas d'où ça vient. Tu parles, tout le monde sait que ça vient de Zelensky, qui est prêt. En fait, Zelensky veut que l'OTAN déclare la guerre à la Russie. C'est ça la réalité. Je peux comprendre qu'on défende l'intégrité ukrainienne, je n'accepterai jamais qu'on entraîne toute l'Europe dans une 3e guerre mondiale, qui est une folie. Et je n'accepte pas non plus qu'on ruine les Français, les Allemands, les Européens, qu'on les déclasse pour 50 ans face à la Chine et aux États-Unis, qu'on les désarme face à la crise moyen-orientale, parce que on n'est pas capable de gérer un conflit territorial du Donbass. Je suis désolé, on doit être capable de le faire. Sinon, la diplomatie sert à rien. Et ce qu'ils ont fait en Irak, ils veulent le faire au cœur de l'Europe. L'Irak n'est toujours pas remis de la catastrophe qu'il y a eu, souvenez-vous, où heureusement à l'époque on avait quand même un président, même si Jacques Chirac avait beaucoup de défauts, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient mis le haut là. Mais là, on a des gens inconscients qui nous dirigent et qui dilapident l'argent des Français.
C'est quand même incroyable. Alors justement, en parlant de cette dilapidation d'argent, évidemment, le secteur qui est directement touché par cette guerre en Ukraine, ou plus exactement par les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, c'est évidemment le secteur énergétique. Vous nous en parliez tout à l'heure pour les conséquences sur les entreprises, mais c'est aussi sur le budget de tous les Français. Et au-delà de l'augmentation des prix, il y a également une menace qui plane, c'est celle de la pénurie et des coupures. Je vous propose de regarder comment Enedis s'y prépare. Alors en cas d'éco-boîte rouge, qu'est-ce qui se passe? RTE va demander à Enedis d'abaisser la tension de 5%. L'agence conduite régionale va demander aux différents postes sources de la région centre d'abaisser la tension de 20 000 volts en 19 000 volts. Pour le client, ça va être quasiment transparent. L'idée, c'est que ces coupures, elles soient totalement maîtrisées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette préparation et de ce que vous avez pu visiter aujourd'hui, c'est de voir comment nous pilotons finalement à distance, pour beaucoup, ce réseau de distribution d'électricité et comment on se prépare à faire éventuellement des délestages qui dureraient 2 heures auprès des clients, qui tourneraient. Finalement, les groupes électrogènes, on devrait peut-être les garder pour nous? Quel désastre, quelle tristesse. Quelle tristesse parce que cette situation est la conséquence de décisions de ce gouvernement. Enfin, ce gouvernement, celui d'avant. Et de Bruxelles. Et de Bruxelles, complètement. Si on reprend, on est dans une situation folle sur les prix et sur les pénuries. Sur les pénuries, c'est Emmanuel Macron qui, en 2018, et qui pouvait encore remettre au moment de la campagne présidentielle en mars, j'ai proposé qu'on arrête la fermeture de Fessenheim. On pouvait encore maintenir Fessenheim. Donc, il a saboté l'énergie nucléaire française, il l'a saboté. Il n'a pas seulement fermé Fessenheim, il a donné instruction, et il y a les tweets de 2020 de Madame Borne, 2020, il a donné instruction de préparer EDF à fermer 14 centrales. Et c'est pourquoi EDF n'a pas recruté les soudeurs. C'est ce qu'avait expliqué l'ancien PDG, bien sûr. Jean-Bernard. Et donc, c'est de la haute trahison. Et cet homme est là à parader. Il se dit président de la République, il a saboté l'outil nucléaire français. Et maintenant, il nous fait des coupures. C'est quand même fou ce qui se passe. Deuxième point, ils ont trompé les Français sur les éoliennes. Ils ont multiplié, et là je voudrais insister sur un point qui est un peu technique, mais que j'ai découvert et que j'ai enfin compris. Quand vous regardez les articles, quand il a été inauguré ces éoliennes monstrueuses en face de Saint-Nazaire, on nous dit « Ah, les éoliennes ont la puissance pour couvrir la moitié du département de la Loire-Atlantique ». Alors je voyais Ouest France, il y avait le grand titre. Alors les gens qui lisent le journal, ils disent « Ah bah c'est moche ces éoliennes, mais ça va couvrir la moitié de nos besoins ». Non, ça c'est la puissance installée. Mais il y a la puissance installée, par exemple 1 mégawatt, et après il y a la puissance réellement produite. Quand vous installez 1 mégawatt d'électricité nucléaire, 80% de la puissance se transforme en production. Mais une éolienne, quand il n'y a pas de vent, elle ne tourne pas. Et vous savez qu'entre la puissance installée et la puissance produite, il y a 2 changements majeurs, incroyables. Il n'y a que 20% qui va être produit. Donc quand on dit on va chauffer, on va faire l'électricité de la moitié de la Loire-Atlantique, c'est faux. C'est la puissance installée, mais ça va être que 20% de ça, 1/5. Et puis le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc quand il n'y a pas de vent, ça s'arrête. Alors comment on complète? On ne peut pas compléter par du nucléaire, parce qu'une centrale nucléaire, ça ne s'allume pas comme un radiateur. Donc on complète comment? En installant des centrales à gaz, qui polluent beaucoup plus. C'est pourquoi en Bretagne, il y a du centrale à gaz. C'est pourquoi. Ou à charbon d'ailleurs. Ou à charbon. On a rouvert Saint-Avold. Et pourquoi le lobby? Quand vous regardez la presse française économique, c'est bizarre, ils sont tous pour les éoliennes. Et pourquoi? Parce que derrière, vous avez les lobbies des centrales à gaz. Parce que quand vous installez une éolienne, comme elle marche que 20% du temps, enfin 20% de la puissance, et pas toujours, eh bien, il faut coupler avec du gaz. Et vous avez tout le lobby énergétique. Donc vous avez 2 lobbies financiers en France. Le lobby des installations électriques, des éoliennes, qui sont subventionnés à mort par votre taxe sur l'électricité, et puis vous avez le lobby des gaz. Du gaz qu'on achète maintenant aux États-Unis, 4 fois le prix qu'on achetait en Russie. Du gaz qu'on achète au Qatar. C'est vrai que le Qatar est un modèle des droits de l'homme par rapport à la Russie.
Donc, du gaz aussi qu'on va donner à l'Allemagne d'ailleurs, pour qu'on qu'elle va nous donner à produise de l'Allemagne, l'électricité. alors qu'elle ne nous donnera pas d'électricité ou elle le produit avec du charbon. Bon, enfin, on est en plein délire. Ça, c'est le premier scandale sur la pénurie. Mais il y en a un deuxième scandale, c'est qu'aujourd'hui, on produit notre électricité à 50 € le mégawatt. Et nos PME, nos collectivités locales, nos copropriétés, nos organismes HLM, qui sont hors du bouclier tarifaire, qui est sur les ménages, pas plus de 15%, hors bouclier tarifaire, vont payer l'électricité entre 300 et 600 € le mégawatt. Et pourquoi ? Parce que M. Le Maire est le ministre allemand de la France, il obéit au prix de l'Union européenne qui indexe le prix de l'électricité sur le gaz. Alors on me dit, mais on ne peut pas changer. Ah, l'Espagne et le Portugal, qui sont dans l'Union européenne, ont eu des ministres qui défendaient les Espagnols et les Portugais, ils ont rétabli le prix national de l'électricité, qui n'est pas basé sur le prix du gaz, qui est basé sur le prix de leur production. Nous pourrions tout à fait demain matin mettre un prix de l'électricité nationale à 100 € le mégawatt. On sauve notre industrie. Alors, qu'est-ce que dit M. Le Maire ? Il dit « Ah oui, mais les Allemands ne veulent pas. » Ah, et alors ? Et puis il dit « Oui, mais alors, ça va être compliqué pour importer l'électricité. » On importera l'électricité au prix allemand, qui sera peut-être de 500, mais au moins, le prix produit par la France sera au bon prix. Mais il y a pire. C'est très pervers. Pourquoi M. Le Maire laisse le prix de l'électricité des producteurs français, qu'ils soient nucléaires ou éoliens, à 500 €? Parce qu'il a mis une taxe entre 180 et 500 où l'État prend l'argent. Et c'est là où ils vous disent l'éolien rapporte à l'État. Mais il rapporte à l'État sur le surplus. Ça fait des milliards. Et ce milliard, il est distribué aux Français. Donc vous savez, c'est comme les Shadocks, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit. Je pompe, je creuse, je fais des trucs. Je prends de l'argent sur un prix surévalué. Je le redistribue aux Français pour avoir l'air gentil. Mais il suffirait de revenir au prix de l'électricité nucléaire français, qui est de 50 €, nous aurions une électricité bon marché, nous aurions une compétitivité, mais ça veut dire faire un bras d'honneur à l'Allemagne et à l'Union européenne. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a une politique indépendante ou est-ce qu'on a une politique soumise ? C'est là où c'est de double haute trahison. Ils ont saboté notre électricité nucléaire pour faire plaisir aux Allemands et à l'Union européenne. Ils ont maintenu un prix de l'électricité indexé sur le gaz allemand au lieu de l'indexer sur nos centrales nucléaires. Quant aux centrales nucléaires, il y a une espèce de destruction d'image qui est faite par la presse française. Faire croire qu'elle ne marche pas, qu'il y a plein de corrosion. Vous savez que les fameuses affaires de corrosion, c'est sur des circuits de secours. C'est pas sur le vrai circuit. Et à partir du moment où on va mettre les moyens et qu'on ne sabote plus EDF est tout à fait capable de les remettre en service. Il y en a déjà une dizaine qui sont remises en service. Ça va prendre un peu de temps, mais il y aura peut-être un petit décalage. Mais on est tout à fait capable, s'il y avait la volonté politique, de remettre en service nos centrales. On a une entreprise magnifique. Il faut simplement la respecter, la soutenir, ce que n'a pas fait Macron. Donc j'espère qu'on va remettre en état nos centrales très vite. On va investir et on va arrêter la folie des éoliennes. On va investir dans le nucléaire et retrouver une indépendance nationale. Mais ça, c'est ce que je propose, c'est ce que Marine Le Pen propose, c'est ce que d'autres proposent. Même M. Marlex, LR, pour une fois, on est d'accord tous. Il faut le faire. Alors, vous aviez publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Où va le pognon ?» Visiblement, le gouvernement ne l'a pas très bien lu. Aujourd'hui, plus 12% de bénéficiaires des Restos du Cœur avec des familles de plus en plus pauvres. Donc, non seulement il y a de plus en plus de pauvres, mais ils sont de plus en plus pauvres. 42 000 enfants SDF en France. C'est sidérant. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'appauvrissement général. Vous savez, il n'y a jamais eu autant d'injustice dans notre pays. Je voyais que les patrons du CAC 40 se sont encore augmentés de 52%, je ne sais plus. C'est l'inflation. Oui, mais franchement, vous savez, moi je suis pour une économie libérale, donc je ne suis pas un collectiviste. Mais comment un patron du CAC 40, en pleine difficulté sociale, qui gagne déjà plusieurs millions d'euros, parfois par mois et par an, peut avoir besoin d'augmenter encore ? J'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites de votre argent ? Vous savez, c'est le veau d'or. Et puis de l'autre côté, des caissières de supermarché, moi je les connais, qu'on paye 800 € parce qu'on ne leur donne pas un plein temps. Je veux dire, et cette France qui travaille, qui est complètement désespérée, qui ne peut plus payer les factures. J'ai vu un maire au Salon des maires, il me disait, dans une petite ville, entre deux métropoles, il me dit, moi j'ai des primo-accédants dans ma commune, pour aller travailler,
ils gagnent le SMIC, ils peuvent plus se chauffer. Ils viennent voir le maire en disant « on met tout dans l'essence, on nourrit nos enfants, il ne nous reste plus rien pour chauffer la maison, est-ce qu'on peut avoir du bois ?» Voilà où on en est dans notre pays. Et au même moment, vous avez un monde fou à Paris qui se gave d'argent. Ça va péter. Et puis vous avez les crédits publics qui sont déversés notamment à l'immigration. Donc moi je veux bien qu'on aide les plus modestes, français, parce que oui, il y a beaucoup de souffrance, mais je ne veux pas non plus qu'on fasse un appel d'air migratoire. Si on n'avait pas l'immigration massive, on pourrait aider les gens modestes. Et puis il faut récompenser davantage le travail, augmenter les salaires, des gens qui bossent par la baisse des charges sociales sans peser sur les PME, mais en augmentant les salaires. C'était ma grande proposition présidentielle. Si on fait les économies que je fais dans Oval-Pognon, on supprime les fausses cartes vitales, on arrête les dépenses de l'immigration, on arrête de donner 10 milliards d'euros à l'Union européenne, je peux vous dire qu'on peut augmenter les salaires nets sans peser sur les PME. On peut baisser les charges des PME pour relocaliser. Enfin, il y a une dynamique positive qu'on peut faire. Mais vous avez je peux le dire aux Français, c'est possible. Vous avez parlé de pompes aspirantes migratoires. Oui. L'Ocean Viking et l'accueil des clandestins qui étaient à son bord, c'est une pompe aspirante migratoire ? L'Ocean Viking, je pense, c'est la preuve, c'est une démonstration sur 200, je ne sais pas que 50 personnes, de ce qui se passe sur 100 000 personnes par an. Parce qu'en fait, l'Ocean Viking, c'était en petit et en médiatisé, ce qui se passe tous les jours. Vous avez plus de 100 000 personnes, de faux demandeurs d'asile, qui arrivent en France tous les ans. Donc, si vous divisez 100 000 par 365 jours, je ne sais pas combien ça fait, beaucoup. Donc, des Ocean Viking, il y en a tous les jours, dans l'indifférence générale. Et on le dit depuis 10 ans. Alors là, ce qui a particulièrement choqué les Français, c'est que les clandestins qui ont été conduits dans un centre sur la presqu'île de Gien, ils ont tous disparu. Oui, mais comme tous les demandeurs d'asile disparaissent. En fait, si vous voulez, l'affaire de l'Ocean Viking, ça a été un miroir grossissant de ce que je dénonce avec d'autres depuis des années. Et dans l'indifférence générale, on fait rentrer 100 000 personnes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, 100 000. C'est une grande ville. Je ne sais pas, une ville de 100 000 habitants, Orléans peut-être, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Orléans, je me trompe peut-être, Blois, peut-être un peu moins. Bon bref, c'est une grande ville française qui tous les ans arrive, qu'on aide financièrement. Et qui est dans la nature surtout. Qui est dans la nature, qui n'a aucun contrôle, qui multiplie des actes de délinquance, pas tous heureusement, qui nous coûte une fortune, et qui n'a pas de... Voilà, et on le répète inlassablement. Et alors, ce qui était encore plus fascinant, et qui s'apparente à une sorte de chute de Rome, vous voyez, mais c'est ça qui est très grave historiquement, c'est que je regardais une chaîne concurrente de la vôtre, et j'espère qu'un jour vous la dépasserez, qui s'appelle BFM. Et j'ai été interviewé par BFM, et il y avait un plateau, pendant que j'étais interviewé, j'étais en duplex, et alors, tous les intervenants du plateau nous disaient « Ah, ces jeunes qui viennent d'Érythrée, ils sont formidables, ils sont courageux, on doit les aider, vous n'avez pas de cœur, monsieur Dupont-Aignan, c'est honteux, etc. » Et ces jeunes qui viennent d'Érythrée, oui, ils ont été courageux, mais ils ont fui leur pays, ils ont fui le service militaire, ils pouvaient s'arrêter dans plein d'autres pays. Et tous ces bobos de plateau, ils ne voient jamais le jeune d'Érythrée dans leur quartier, parce qu'ils habitent dans des beaux quartiers où il n'y a pas les jeunes d'Érythrée. Et quel est l'enjeu? Ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est l'enjeu, c'est de faire en sorte que les jeunes d'Érythrée vivent en Érythrée. Et de les aider à vivre en Érythrée, oui. Et puis pourquoi les pays très riches qui bordent l'Érythrée, en face de l'Érythrée, il y a l'Arabie Saoudite, qui regorge de milliards, mais pourquoi ils ne les accueillent pas? Donc c'est tellement facile de demander à la France de déménager les peuples. Mais on va aller jusqu'où? Ils sont complètement inconscients. Mais c'est tellement facile quand on vit dans les beaux quartiers qu'on n'en voit pas. Quand on a des salaires colossaux, qui ne voient pas ce qui se passe dans le pays. Le pays est en train d'exploser. Et puis alors ils répartissent les migrants partout. Et vous avez des villes moyennes aujourd'hui qui sont dans des difficultés sociales considérables. Avec des souffrances humaines terribles, d'ailleurs de ces jeunes aussi. Qui nous coûtent quand même, entre parenthèses, 50 000 € par an. Parce qu'il faut que les Français quand même sachent que tous les faux mineurs isolés qu'on accueille et qu'on ne renvoie pas coûtent 50 000 € par an
Par tête. 4 000 € par mois, pris sur les finances départementales. Et au même moment, vous avez des retraités, des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, qui ont travaillé toute leur vie en France. Donc moi, je veux bien qu'à un moment, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il y a une catégorie de la population, Nicolas Dupont-Aignan, qui souffre également, c'est les soignants qui ont été suspendus après leur refus de se voir injecter contre le Covid-19. Ça fait 14 mois qu'ils sont suspendus, sans salaire, sans droit au chômage, sans droit à même être licenciés pour retrouver un autre travail. Il était prévu que l'Assemblée nationale débatte de ce sujet crucial jeudi. Finalement, par les pérégrinations de la majorité, ça a été totalement escamoté. Je vous propose d'écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, mais aussi l'ancien ministre de la Santé pendant le Covid-19. Encore une fois, le débat est légitime. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'Olivier Véran il est dans une faille spatio-temporelle. Il n'en sort pas de son Covid, il continue de parler des confinements comme si c'était la panacée, des couvre-feux, tout ça, tout va bien. Et pendant ce temps-là, on ne parle toujours pas de ces 15 000 soignants qui n'ont plus le droit à rien. Ce qui s'est passé à l'Assemblée jeudi soir est du jamais vu. On a vu un gouvernement qui était en minorité parce que la proposition de loi devait passer, qui a usé d'obstruction en déposant 300 amendements au dernier moment. On modifie des virgules, des mots, et donc, des termes. On a vu un gouvernement, ça s'est jamais vu sur la Ve République, mis en minorité, qui a insulté, craché sur la démocratie. On n'a jamais vu ça. Et qui a instrumentalisé un énervement légitime des parlementaires. C'est indigne de notre démocratie, parce qu'il y a une majorité aujourd'hui de parlementaires qui veulent réintégrer et indemniser les soignants. Premier point. Donc, on y arrivera. J'imagine que vous soutenez cette proposition. Totalement, je l'ai déposée. Alors, cette proposition et les filles ne me plaisaient pas beaucoup parce qu'elle inventait une usine à gaz de tests inutile. Oui. En compensation, moi j'ai fait une proposition de loi beaucoup plus simple de réintégration, d'indemnisation. Bon, mais comme je n'ai pas de groupe, elle n'a pas pu être mise en séance. Mais qu'importe. De toute façon, il faut voter la réintégration. Deuxièmement, il n'y a pas 15 000 soignants, il y en a beaucoup plus. Parce que vous avez beaucoup de soignants qui ont démissionné, abandonné ou parti à la retraite préventivement, en avance, pour éviter à ces injections. Et donc, c'est, je pense, plus de 50 000 soignants qui manquent à l'appel, des médecins, des personnels administratifs, etc. Troisièmement, nous sommes le dernier pays au monde à ne pas vouloir les réintégrer. Partout, ils sont réintégrés. En Italie, aux États-Unis, partout en Angleterre, partout. Pour une raison très simple, qui est tellement évidente, c'est qu'on sait aujourd'hui que le vaccin, même Pfizer l'a avoué, n'empêche pas la transmission. Donc l'argument qui était de dire vous vous vaccinez parce qu'il ne faut pas passer le Covid aux malades, ne tient pas puisque vous pouvez être vacciné 4 doses, 5 doses, 10 doses, vous passez le Covid. Bon, ça c'est un fait prouvé. C'est pas moi qui le dis, je l'avais dit avant les autres. On espère que YouTube est au courant que c'est prouvé pour pas qu'il nous censure une nouvelle fois. Oui, mais c'est prouvé. Mais Pfizer l'a dit, alors si Pfizer le dit, bon, devant le Parlement européen. Bon, donc il n'y a aucune raison scientifique de maintenir cette interdiction. Si ce n'est l'amour-propre du président de la République et d'Olivier Véran, qui ne veulent pas accepter qu'ils ont trompé les Français. C'est tout. Si on sort du sujet à proprement parler, mais qu'on s'intéresse justement au fonctionnement démocratique de ce pays, on était plutôt content, on va dire, du résultat panaché des législatives après la réélection d'Emmanuel Macron. Finalement, on se rend compte que ça ne change rien, qu'il soit majoritaire ou non. Que ce soit une majorité absolue, relative, ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui est paradoxal, avec le scrutin majoritaire, est sortie au mois de juin une assemblée qui aurait pu être exactement l'assemblée faite avec une proportionnelle.
Pourquoi ? Parce que les Français, après avoir élu Emmanuel Macron, ont sans doute eu un éclair de lucidité, se sont dit on va quand même pas lui donner les pleins pouvoirs. Il a été tellement dangereux au premier mandat qu'on ne voudrait pas qu'il démolisse complètement la France. Mais face à ça, Emmanuel Macron a décidé de passer en force. Et utilise tout ce qu'il a pour passer en force. Le 49.3, pour que les auditeurs comprennent bien, a toujours été utilisé. La différence, c'est que Mme Borne l'utilise avant les discussions et pas à la fin des discussions. Michel Rocard utilisait beaucoup le 49.3, mais une fois que le débat avait eu lieu, les amendements votés, la discussion. Le texte avait été modifié. Voilà. Là, sur le projet de loi finances, on n'a examiné que 5 chapitres budgétaires sur 46. Par exemple, sur les collectivités locales. Il n'y a pas eu de débat. Ils dégainent le 49.3. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune démocratie parlementaire. Avant-hier, ils ont fait de l'obstruction. Donc ils utilisent tous les moyens pour paralyser le Parlement et pour gagner une bataille de l'opinion en disant, voyez, ce sont des dingues à l'Assemblée, ils hurlent, nous sommes des gens raisonnables, on ne peut plus gouverner, et pour, je pense, à un moment dissoudre. Alors justement, quelle est votre position ? Moi, ma position est un peu différente des autres. Je pense qu'on ne peut pas laisser le pays encore 4 ans comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse laisser le pays 4 ans comme ça. Alors j'ai vu que Marine Le Pen, avec qui je suis d'accord sur beaucoup de choses en ce moment, et qui fait honnêtement un sans faute, a dit dans le journal du dimanche qu'elle attendait 2027. Mais moi, je lui dis d'ailleurs, mais on ne va pas laisser le pays 4 ans. Donc moi, je pense, chiche une dissolution le moment venu. Le plus vite sera le mieux, à une condition. Vous êtes d'ailleurs un de ceux qui a le plus voté la motion de moi, censure. Je vote toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent, parce que je veux être clair vis-à-vis de mes électeurs. Je suis prêt à la dissolution, mais je demande une seule chose. Je demande à toutes les forces patriotiques républicaines anti-Macron de s'entendre et de proposer sur un programme de salut public un programme simple sur les quelques points: rétablir l'ordre, relocaliser, baisser les charges sociales. C'est quoi les forces anti-Macron ? Vous allez faire alliance avec LFI ? Non, pas avec LFI. Ah bon ? Avec les patriotes républicains souverainistes. Non, pas LFI. Non. Pitié. Mais je pense que si toutes les forces anti-Macron, souverainistes, patriotes, au-delà même de la droite, s'entendent et présentent un programme de salut public avec des candidats unitaires, comme avait fait Mélenchon avec son NUPES, nous pouvons avoir une majorité et nous pouvons gouverner. Parce que les Français savent bien qu'on a raison sur le fond. Mais ils attendent de notre part l'union. Et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas laisser le pays crever comme ça sous nos yeux. C'est non-assistance à payer en danger. Vous voyez quelqu'un mourir au bord de la route, vous allez le secourir. Et nous, on va rester pendant 4 ans dans ces jeux pitoyables. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait la dissolution le plus vite possible, parce que je suis convaincu que les Français n'en peuvent plus. Et je suis convaincu que si nous présentions un front uni de gens raisonnables, avec un programme raisonnable, eh bien, les électeurs même républicains ne suivraient pas obligatoirement leur leader qui sauve les macronistes en permanence. Et je m'adresse aux électeurs républicains, j'en ai beaucoup qui rejoignent Debout la France en ce moment, parce qu'ils voient bien quand même que leurs dirigeants, à force de ne pas choisir, font le jeu d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'une belle alliance entre le Rassemblement national, Debout la France, certains leaders républicains et d'autres, si on se mettait tous autour de la table, en une journée, le programme il est fait, on a les mêmes propositions quasiment. Et on dit aux Français, voilà, il y a un programme de salut public, il y a un Premier ministre qui va sauver la France, au moins provisoirement, en attendant la présidentielle. Voilà. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron est complètement hors sol, et je pense qu'il sous-estime la colère des Français, et moi je pense que s'il y a une dissolution, on peut gagner. Voilà. Je crois que nous devons incarner davantage une espérance rapide. Parce que je ne vois pas comment le pays va tenir comme ça. Mais alors c'est un sentiment personnel, ça n'engage que moi. Alors en parlant d'élections, jeudi on apprenait qu'une enquête était ouverte sur des soupçons de financement illégal pour la campagne de 2017, mais aussi la campagne de 2022 d'Emmanuel Macron. Évidemment, en toile de fond, le cabinet de conseil McKinsey, qui a été largement sollicité pendant la crise du Covid-19. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette affaire ? Alors moi, je suis très surpris parce que quand François Fillon a eu un problème, l'enquête a été ouverte en 3 semaines sur un article du Canard enchaîné. Et pour Emmanuel Macron, il aura fallu 6 ans. Pour la campagne de 2017, oui. Oui, 6 ans. Donc, alors c'est bien que le parquet se réveille. Maintenant, est-ce que c'est un réveil tactique pour avoir l'air de dire on a fait quelque chose ?
En tous les cas, ce qui est amusant, c'est qu'un des juges d'instruction, c'est donc Serge Tournaire, c'est aussi celui qui a fait tomber François Fillon. Alors on va voir s'il a la même énergie. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu jusqu'à TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas encore fait, je compte sur vous pour partager cette émission sur tous les réseaux sociaux pour la diffuser au maximum. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air et à laisser vos commentaires. Ça améliore le référencement et c'est capital. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.